Yo, j'espère que la luminosité est bonne. L'hiver commence à approcher, donc la lumière extérieure est de plus en plus changeante et de plus en plus grise. Mais j'espère que ça devrait, enfin, je pense que ça devrait aller. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une petite semaine de pause. Désolé de mon absence. En ce moment, je fais beaucoup de trucs, notamment de promotion pour mes livres. Tous les week-ends, je suis en salon, en dédicace, à droite à gauche. Donc j'avoue que je commence à fatiguer un petit peu. Donc là, c'est bientôt fini. J'ai encore 3 dates. D'ailleurs, si vous voulez venir me voir ce week-end, le prochain, je serai dans les Yvelines à Ormesson, à Montesson, pardon. Ormesson, c'était hier. Je serai à Montesson. Dans 2 semaines, je serai au Salon de Montreuil, le plus gros salon de France pour la littérature jeunesse. Et dernière date, première semaine de décembre, je serai à Boulogne. Voilà. Donc si vous êtes en région parisienne, je serai à ces 3 dates-là. Voilà. Mais en tout cas, désolé pour l'absence de la semaine dernière. On se retrouve donc pour parler d'un manga qui s'appelle La résidence où l'on meurt en silence. Vous voyez le titre mise en page de manière assez originale sur cette couverture, qui est un manga de Nazuna Saito. Nazuna Saito, c'est une autrice de manga qui a pas fait énormément de choses, mais qui a quelques titres au Japon. En France, je crois que c'est la première fois qu'elle est traduite. J'en suis même à peu près sûr. C'est chez Le Lézard Noir. Ça a été traduit il y a 2-3 mois. C'est sorti en septembre, je crois. Ça n'en a pas trop parlé, on va pas se mentir. Et c'est une mangaka qui a un certain âge. Ce qui est intéressant parce que La résidence où l'on meurt en silence parle justement de vieillesse. Donc c'est un one shot, hein, comme vous l'avez peut-être compris, mais c'est un recueil d'histoires courtes, mais d'un format que j'aime bien. C'est-à-dire que toutes les histoires sont quand même liées les unes aux autres, parce qu'elles se passent tous dans la même résidence, dont ça parle dans la couverture. Alors la couverture fait elle est plus inquiétante que ne le sont les histoires. On a l'impression que c'est un bâtiment maudit, où les gens meurent les uns à la suite des autres dans de mystérieuses circonstances. C'est pas du tout ça, l'ambiance. L'ambiance est même presque un peu détendue par moments. Il y a des moments drôles. Mais en fait, c'est une résidence HLM au Japon, dans laquelle vivent principalement des gens d'un certain âge qui sont un peu en fin de course. Alors, ils sont pas forcément mourants, hein, mais on comprend et eux-mêmes comprennent que cet appartement à bas coût est probablement leur dernière demeure, en fait. Et donc, il y a cette petite vie, on suit un peu une vie de quartier, d'habitants qui sont presque tous un peu vieux, qui s'ennuient. Il y a un peu tout le thème de la famille qui vient pas trop les voir. Donc ils forment une petite société, notamment de femmes. Il y a 3-4 femmes qui servent un peu de 3 femmes qui servent un peu de fil rouge aux différents récits. C'est-à-dire qu'elles commentent un peu ce qui se passe. Là, vous en avez 2 ici et là. Elle d'ailleurs qui sert un peu de le personnage est quasiment celui de l'autrice Nazuna Saito. C'est-à-dire que c'est une femme d'un certain âge qui est mangaka, donc et qui vient d'emménager dans la résidence au début du recueil. Donc c'est quasiment l'autrice, quoi, si vous voulez. Ce qui ne veut pas dire que c'est un récit autobiographique, mais elle se sert d'un personnage qui lui ressemble beaucoup. Et il y a 2 autres personnages, donc comme on a dit, elle et elle ici, qui sont un peu les 3 commères du quartier, qui donnent des surnoms à tous les habitants, qui se moquent un peu des uns des autres, mais avec gentillesse. C'est pas des méchantes, mais voilà, c'est un peu les commères du quartier. Et donc elles servent de fil rouge aux différentes histoires, qui vont nous permettre d'explorer des aspects vraiment intéressants de la société japonaise et même au-delà de la société japonaise, en fait, du monde en général. C'est à l'ironie. Je te montre un petit peu. Je te montre notamment parce que la résidence où l'on meurt en silence laisse une grande place aux animaux. On y reviendra un peu plus tard. Mais donc voilà, et on va suivre dans chaque histoire. Il y en a quoi? Il y en a 5-6 des histoires. Je regarde le sommaire. Tac. Il y en a 6, ouais. Il y en a 6 plus un épilogue. Et on va suivre un habitant de la résidence qui, dans sa vie quotidienne, de petits vieux qui s'ennuient, avec des prises de position de la part de Nazuna Saito, pardon, j'ai mal retenu le nom de l'autrice, qui sont assez intéressantes parce que, par exemple, cette histoire-là, elle tourne autour d'un petit vieux qui s'emmerde et qui découvre les réseaux sociaux et le goût des likes, de prendre des photos qui plaisent. Et en fait, c'est pas du tout boomer parce que ça montre que les réseaux sociaux peuvent être un lien de sociabilisation pour les vieux aussi. C'est pas du tout comment dire la morale de l'histoire n'est pas de dire que les réseaux sociaux c'est mal, c'est pas le vrai contact. Au contraire, ce mec-là, ben, en fait,
trouve un intérêt à son quotidien grâce aux réseaux sociaux. Il aime bien poster des photos, il essaye de prendre des photos marrantes ou jolies, et il y trouve un intérêt. Alors ça parle aussi des mauvais côtés, parce qu'il se rend compte qu'il reprend contact avec des anciens amis de l'école, eux aussi très vieux, et qu'il y en a qui mentent un peu sur la réussite de leur vie, tout ça. Mais voilà, c'est une histoire que j'ai bien aimée, parce qu'en fait c'est assez rare dans les mangas, et même de manière générale dans la fiction, qu'on donne une image sympa de la technologie et des réseaux sociaux notamment. Donc cette histoire-là m'a marqué. Mais en fait, il y a plusieurs histoires qui sont toutes vraiment sensibles, touchantes, mais sans jamais sortir les grands violons. Il y a vraiment une subtilité, je trouve, dans la manière dont l'autrice raconte ses destins, un peu ses... Alors, fin de vie, c'est beaucoup dire, même si plusieurs histoires se terminent par la mort naturelle, de la personne qui est au centre du chapitre. Pas toutes, c'est pas automatique, mais il y en a plusieurs. Mais en tout cas, des personnes quand même, oui, un peu en fin de parcours, qui ont atteint le troisième âge, voire le quatrième âge, qui sont, ouais, eux-mêmes ont compris que bon, ils avaient plus grand-chose à vivre. Donc, ils font face, ce manga fait face avec ces personnages à ces problématiques-là, qui sont des problématiques de qu'est-ce qu'on fait de notre vie, de ce qui nous reste, du temps qui nous reste, quand justement on a conscience que le temps n'est plus très long, que c'est plus trop la peine de faire des très grands projets. C'est une question qui est un peu vertigineuse, hein, alors que moi je suis pas encore en âge de me poser, j'ai 40 ans, mais qui vient un jour ou l'autre. Et c'est vrai que moi par exemple c'est mes parents qui vieillissent quand même pas mal, c'est dans l'ordre des choses, hein, c'est normal, mais oui ça me sensibilise forcément à cette question du vieillissement, de la santé qui se dégrade, de la solitude, du manque, de l'ennui aussi, plus que de la solitude. Il y a la solitude, mais c'est une solitude qui s'assortit d'ennui, de on ne sait plus trop quoi faire de ces journées. On a des journées un peu répétitives parce qu'en fait, ça permet de passer un jour à l'autre sans trop se poser de questions existentielles. Il y a un truc d'envie de vie. Justement, c'est-à-dire que même si on est en fin de parcours, ça ne veut pas dire que ces gens sont suicidaires du tout, mais ils savent plus trop quoi faire du temps qui leur reste, notamment parce qu'il y en a pas beaucoup, quoi. Mais ça n'empêche pas l'autrice d'aborder des sujets vraiment chouettes, notamment ce chapitre-là qui parle d'homosexualité, et notamment d'homosexualité chez des personnes, d'homosexualité et même de sexualité plus largement chez les personnes vieilles, ce qui est un sujet aussi intéressant parce qu'en fait c'est un sujet qui est un peu tabou, c'est-à-dire c'est comme la sexualité en fait chez certaines populations, je pense aux gens qui ont des handicaps mentaux par exemple, c'est des thèmes qu'on n'aime pas trop aborder parce qu'ils transgressent notre vision de l'intimité, du rapport au corps, et on se dit que bon ben les vieux ils ont plus de sexualité. Ben si, ils ont encore une sexualité, mais dont on n'aime pas trop parler. Là il y a un chapitre qui en parle, donc c'est vraiment bien, c'est très touchant, ça revient évidemment, c'est des gens qui pensent pas mal à leur passé, parce qu'ils ont plus de passé que de futur, hein, pour dire les choses brutalement, et donc ils y pensent. Et il y a un truc, l'autrice a eu raison d'aller sur des personnages comme ça, c'est enfin je trouve, ils ont tous conscience de ce qu'ils sont, de leur vie, ils sont pas dans le déni. Et ça les rend très sympathiques en fait. On est avec eux. L'empathie, le travail d'empathie qu'on fait en tant que lecteur dans ce manga est très facilité par ça, parce que ils sont pas dans la lutte. C'est des gens qui savent que ce qui les attend est plutôt sombre, hein, comme le montre cette page, mais qui s'y préparent à leur façon. Donc on va avoir 5-6 façons différentes. Et comme je disais, il y a une autre originalité, c'est que cette résidence a beaucoup de chats errants. Donc il y a énormément de chats dans le manga qui n'ont pas un rôle très important, ils sont jamais au centre d'une histoire ou quoi, mais c'est un autre fil rouge, comme les trois commères là que vous voyez là. Les chats, en fait, un peu tout le monde dans le quartier nourrit les chats, sans trop savoir à qui à l'origine est le chat. Et donc ça sert aussi de vecteur un peu à la narration. Chaque histoire nous montre aussi le rapport du personnage de l'histoire au chat errant de la résidence. Et donc vous voyez, il y a beaucoup de chats un peu partout. Et c'est un vecteur aussi très très chouette, qui donne beaucoup de sympathie, beaucoup de vie à ce manga, et qui m'a fait penser, je le mets de côté, la résidence où l'on meurt en silence, et Ronnie derrière, salut, touc, touc, touc. Ça m'a fait penser à un autre manga que j'ai lu il y a pas longtemps qui s'appelle Le chien qui voulait voir le sud de Takashi Murakami, d'après le roman de Seishu Ase, qui est un manga édité par Akata il y a quelques temps, je crois que c'était il y a plus d'un an quand même. Est-ce que je retrouve la date? Non, 2024, c'était cette année, mars 2024. Qui est un manga très chouette aussi.
et qui est en fait qui a beaucoup de points communs avec La Résidence où l'on meurt en silence, dans le sens où c'est un recueil d'histoires courtes en un tome, mais d'histoires courtes qui sont liées les unes aux autres par un fil rouge. Dans La Résidence où l'on meurt en silence, c'est celle de la résidence, et dans Le Chien qui voulait voir le sud, c'est le chien. Donc tout est dans le titre, parce que c'est un chien qui erre, qui a l'air de vouloir se déplacer vers le sud du Japon, et qui dans son périple va faire tout un tas de rencontres, et à chaque fois ça va donner lieu à un chapitre où on va voir la vie de la personne qui le recueille. En fait, il se fait recueillir chapitre après chapitre par différents personnages, et donc on va voir leur existence avant que le chien s'en aille de nouveau vers sa prochaine destination. Je vous en dis pas trop quelle est sa destination, mais voilà. J'ai trouvé ce manga très chouette aussi, hein, Le Chien qui voulait voir le sud, mais c'est marrant parce que de mettre ces deux mangas en correspondance, parce que Le Chien qui voulait voir le sud, je trouve, sort beaucoup plus les violons. Alors j'ai beaucoup aimé, hein, je dis pas que c'est un mauvais manga, mais il a un côté blockbuster, il a un côté, c'est très tire-larme, je vous raconte pas trop ce que ça raconte, mais il y a un côté un peu misérabiliste, un peu, et même l'usage du chien, on fait tout pour nous faire pleurer. Dans Le Chien qui voulait voir le sud, il y a un truc très ça force sur l'émotion, quoi. Ça marche. Moi, j'ai eu ma larme à la fin, mais j'ai eu ma larme tout en me disant bon, c'est quand même, c'est pas très subtil la manière dont ils m'ont tiré la larme. Ils sont allés la chercher, quoi, la larme. Il voulait mes pleurs dans Le Chien qui voulait voir le sud. C'est pas grave, ça marche, ça m'a fait du bien. C'est toujours très agréable, je trouve, de pleurer en lisant un livre. Je dis ça premier degré, je trouve que c'est une émotion très agréable de pleurer grâce à une œuvre d'art. Mais voilà, c'est pas d'une subtilité folle. Il y a un côté grand public, un côté ça devient très sombre. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de déplacer un peu les mangas. Hop là, on va voir si on y arrive. C'est un sentiment très agréable de pleurer pour l'art, disais-je, mais je crois que c'est pas ça que je disais. Je pense que je disais que je ne sais plus ce que je disais. Que Le Chien qui voulait voir le sud, en tout cas, avait sorti un peu les grands moyens et qui a un côté un peu, oui, un peu facile à l'émotion. Là où La Résidence où l'on meurt en silence de Nazuna Saito est beaucoup plus subtil, beaucoup plus dans la retenue. On est dans des tranches de vie qui n'ont rien de spectaculaire. Le Chien qui voulait voir le sud, les rencontres qu'il va faire au cours de son périple sont un peu plus spectaculaires. C'est-à-dire c'est tout le temps des destins un peu spéciaux, quoi, un peu qui alors c'est pas forcément des histoires incroyables non plus, mais ouais, il y a un petit côté, va y avoir des histoires judiciaires, des trucs comme ça. Et là où La Résidence où l'on meurt en silence, c'est vraiment du quotidien de chez quotidien. Il y a rien de spectaculaire ne sera raconté, mais justement, il y a un truc très simple de vie quotidienne, de un peu la douceur des moments vrais. L'exactitude du quotidien. Il y a un vrai travail d'observation et de vie, je pense, de Nazuna Saito, parce que encore une fois, elle-même n'est plus toute jeune. Et donc, je pense qu'il y a un truc, si ce n'est un manga autobiographique, en tout cas, ça renvoie à des questionnements dont on sent qu'elle les a peut-être vécus, qu'elle les vit peut-être maintenant elle-même. Et c'est beaucoup plus subtil, justement, dans les émotions que Le Chien qui voulait voir le sud. Et notamment dans l'usage des chats. J'en dis pas trop, mais les chats sont pile dans l'importance qu'il faut pour être à la fois un élément touchant qui nous sert de catalyseur, et en même temps, c'est pas tire-larme, c'est pas les gros violons. Voilà, ils servent de point d'ancrage aux histoires. Donc, et les chats, c'est mignon et on aime ça. Et donc, ça peut facilement être tire-larme, ça ne l'est pas. Voilà, il y a une subtilité dans l'écriture et qui, je pense, passe par la volonté de l'autrice de rester sur des choses très crédibles, très quotidiennes, très ordinaires, et d'aller chercher la beauté de l'ordinaire plutôt que de la rajouter par injection un peu artificielle en rajoutant des personnages larger than life. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que fait un peu Le Chien qui voulait voir le sud, qui est une histoire beaucoup plus extraordinaire en réalité. Là, on est dans la subtilité du réel, la subtilité du quotidien. Voilà, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Le dessin au début me faisait un peu peur parce que c'est un dessin quand même un peu particulier. Je l'ai montré depuis tout à l'heure dans la vidéo. Vous voyez, les visages sont pas forcément très beaux. Il y a un truc, on est presque sur du dessin de manga comique de milieu de 20e siècle. Enfin, il y a un truc, enfin, non, pas exactement non plus. Là, j'exagère un peu, mais c'est surtout sur les personnages. Les décors, à la rigueur, bon, sont des décors dont j'ai pas grand chose à dire, très urbain. On est vraiment dans cette cité HLM japonaise, mais c'est vraiment sur les visages où ça peut vous rebuter au premier abord, mais on s'y fait vite en fait. Et comme il y a quand même des personnages récurrents, les trois commères, même si elles sont pas au centre des histoires,
on finit par quand même s'habituer à ces visages et par les apprécier même petit à petit. Nazuna Saito est pas ma, j'ai revérifié le nom d'autrice, j'ai vraiment du mal, n'est pas ma dessinatrice favorite, pardon, mais je me suis tout à fait habitué le temps d'un volume et ça m'a plu, ça a fini par me plaire. Et puis ça, il y a un côté, je termine là-dessus. Justement, je parlais de la résidence HLM japonaise. Il y a aussi un côté plus purement japonais sur le rapport à la, si ce n'est la pauvreté, au moins la précarité. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. À quoi ça ressemble une vie de personnes qui gagnent une toute petite retraite au Japon. La vieillesse au Japon aussi, le rapport à la famille, tout ça. Alors c'est pas exploité tant que ça. Finalement, on reste vraiment dans la vie quotidienne de ces petits vieux, hein, on va les appeler comme ça parce que c'est un peu ça. On est dans la vie quotidienne plus que dans les implications socioculturelles, mais forcément en filigrane le temps d'une histoire ou deux, on va avoir des aperçus de ça. On va se dire ah ok, au Japon il y a ce rapport familial là, il y a cette idée là, il y a ce rapport économique là aussi, comment s'organise une retraite, tout ça. C'est pas un documentaire, encore une fois, vous n'aurez pas les réponses précises à tout ça, mais ça va vous donner un petit goût de à quoi ça ressemble la vieillesse au Japon. La vieillesse et la précarité, les deux allant souvent ensemble, les personnes âgées assez régulièrement manquant d'argent. On va pas revenir sur le système de retraite et tout ça, mais c'est un peu tout ça. Je me suis perdu, c'était une vidéo très confuse. J'espère quand même que ça vous a plu. Je filme un peu Ronnie. En tout cas, je vous conseille vraiment beaucoup ce manga, La Résidence où l'homme meurt en silence, qui est un manga qui m'a beaucoup plu et dont ça a tellement peu parlé que voilà, j'avais envie de le mettre en avant. Ça fait partie du fond de catalogue un petit peu du Lézard Noir. Le Lézard Noir, on entend beaucoup parler de certains de leurs auteurs et beaucoup moins d'autres choses, notamment des one-shots qui sortent de temps en temps, mais qui sont souvent de très grande qualité. Voilà, La Résidence où l'homme meurt en silence, excellent manga. Le chien qui voulait voir le sud, bon manga. Je veux pas non plus vous dire que c'est pas bien, mais c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus tire-larme, un peu plus blockbuster de l'émotion. Et voilà, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine, ou peut-être cette semaine, je vais peut-être tenter un épisode bonus sur un manga quand même, c'est quand même un épisode de l'étagère à manga que je prévois, mais qui va pas durer longtemps, parce que vous verrez. Mais je pense que je vais vous le mettre en bonus, c'est un peu une arnaque d'en faire une vidéo de la semaine. Voilà, j'espère que la vidéo était cool quand même, j'ai vraiment l'impression d'avoir parlé pour rien dire, ce que je fais un petit peu toutes les semaines en réalité, mais là c'était très prononcé. N'oubliez pas que le manga La Résidence où l'homme meurt en silence est bien quand même. Ciao, prenez soin de vous.